Bienvenue à la dernière session de cette 11e édition de Futurapolis Planet, toujours en direct du Quai des Savoirs à Toulouse. On a souhaité terminer en apothéose. Alors je vous rappelle évidemment, comme d'habitude, celles et ceux qui ont été fidèles, soit ce matin, soit cet après-midi, que vous avez à votre disposition un QR code sur votre chaise pour poser des questions qu'on va délivrer à nos invités à la fin de la table. Alors je disais l'apothéose parce qu'on va partir dans le virtuel, on en parle beaucoup, pixel versus réel, tous dans le métavers, des mondes extraordinaires à explorer, des vies à inventer, de nouvelles utopies politiques à bâtir, à la croisée des possibles où la 3D, le jeu vidéo, les réseaux sociaux se rencontrent. Il y a cette promesse insolente tenue par le métavers, cette doublure du monde réel, rien moins que celle de redéfinir nos interactions humaines et sans doute ringardiser au passage le web ou les réseaux sociaux, ce qu'on commençait à peine à maîtriser. Alors qu'on se le dise, toutes les expériences qui vaillent devront y passer, défilés de mode, en avant-première, concerts privés, voyages dans l'espace, marques, amateurs de NFT et actionnaires y prolifèrent, flairant la bonne affaire, mais le public sera-t-il au rendez-vous ou le métavers trop contraignant, trop désincarné, trop énergivore, sera-t-il une nouvelle farce collective, une hype tech suivie de rien, une vaste friche de pixels abandonnés? On en discute tout de suite avec nos invités. Voici Sébastien Borgé, cofondateur et CEO de The Sandbox. On va éviter l'accent français-anglais. Philippe Rodriguez, auteur de La Révolution Métavers aux éditions Duno. Et Marie Franville, cofondatrice et CEO de Nabilla Studio, sous la houlette de Guillaume Gralet, rédacteur en chef Tech et Sciences au Point. Et sans doute, je l'espère, sous vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup Boris, merci Marie, Sébastien, Philippe et vous tous. On se retrouve dans le monde réel pour parler d'un monde persistant, pervasif, immersif, dont les bases ont été posées par l'auteur de science-fiction Neil Stephenson, c'était en 1972. Et pourtant, c'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a déjà des personnes qui créent, qui gagnent leur vie dans le métavers. On a vu que le métavers est aussi au centre d'un nombre croissant de critiques, des critiques aussi importantes que sont les attentes que ce monde soulève. Et je voulais commencer par vous poser une question à vous, Philippe. Donc, vous êtes l'auteur, Philippe l'a dit, Boris l'a dit, de La Révolution Métavers, le défi de la nouvelle frontière d'Internet. C'est chez Duno, c'est extrêmement clair, c'est super intéressant. D'ailleurs, vous vous appuyez sur... Vous avez relevé plusieurs principes de ce métavers. Qu'est-ce que c'est exactement le métavers pour vous, Philippe ? Oui, j'utilise en fait une formule en disant qu'est-ce que ça n'est pas en fait. Ça n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas une expérience immersive comme visiter un musée dans une expérience immersive, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui définissent le métaverse qui font qu'on sait qu'on est dans un métaverse. Alors c'est par exemple la persistance. Le fait que lorsqu'on n'est pas dans ce métaverse continue à exister. Ça continue, ouais. Le temps réel, on vit dans le même temps, le temps s'écoule de la même façon pour tout le monde dans ce métaverse. La présence, c'est un sujet qui est hyper important. Lorsqu'on participe à un métaverse, on a vraiment le sentiment de présence. D'ailleurs, on peut se sentir d'ailleurs un petit peu timide dans ses premières expériences. C'est bien qu'on a le sentiment que d'autres personnes sont en train d'interagir avec nous. Et puis, plein d'autres caractéristiques, et notamment la communauté, le fait aussi qu'on est dans un espace économique, un espace financier qui existe. Tous ces sujets-là font que lorsque ces caractéristiques sont bien rassemblées, on sait qu'on est en présence d'un métaverse plutôt qu'autre chose. Oui, puis on parle aussi beaucoup du Web 3 lorsqu'on parle de métavers. On va en parler tout de suite peut-être. Et la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi on en parle autant ? Alors, on sait bien que Facebook a été rebaptisé en Meta il y a quelques mois, mais pourquoi
il y a eu toute une hype, un peu une mode autour du métavers. Alors, deux questions. La première concernant le Web 3 et le métaverse. Deux concepts qui sont intriqués l'un dans l'autre. Mais dans la réalité, si on faisait une sorte de diagramme de Venn, vous savez, les diagrammes dans lesquels on présente des cercles, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont dans le Web 3 qui ne sont pas dans le métaverse. Il y a des choses qui sont dans le métaverse qui ne sont pas dans le Web 3. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui dans ce domaine et les créatifs, tous les gens qui sont en train de travailler pour construire le métavers de demain, sont plutôt en train de construire à l'intersection de ces environnements. Donc on essaye d'apporter tout ce que le Web 3 peut apporter, le Web 3 étant cette nouvelle version du Web. Est-ce que je me trompe, Philippe, si je dis que le Web 1, on a essentiellement lu, avec le Web 2, qu'on a appelé le Web participatif, on a lu et écrit, et certains disent que le Web 3, on lit, on écrit, et on est propriétaire. En tout cas, c'est la promesse de ce qu'on crée, des expériences qu'on crée. Bien sûr, c'est une bonne définition. Je pense aussi que c'est l'endroit où on va être beaucoup plus propriétaire à la fois de ses expériences, mais aussi de ses données, dans un univers beaucoup plus horizontal, très décentralisé. En quelque sorte, on corrige les excès du Web 2 grâce au Web 3. Et juste avant d'écouter Marie, pourquoi on en parle autant en ce moment ? Je pense qu'on est arrivé en fait à une sorte de convergence de trois méga tendances. En fait, la première qui est une tendance un peu culturelle. On a une nouvelle génération qui arrive sur l'utilisation de ces technologies, qui sont les générations Z, qui participent beaucoup aux jeux vidéo, qui ont aujourd'hui, on a fait beaucoup d'études sur ce qu'ils pensent de la virtualité et ils expriment beaucoup de choses intéressantes. Ils disent par exemple que pour eux, le virtuel et le réel, c'est un peu la même chose et finalement le virtuel pour eux est très réel, hein, et que les liens sociaux qu'ils créent dans le virtuel pour eux ont la même valeur que dans le réel. Ce qui peut être choquant pour les gens de notre génération, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc un phénomène culturel très fort avec les générations Z, la pandémie aussi qui a joué, qui a montré en fait que dans le virtuel, on arrive à réaliser beaucoup de choses et de belles choses. Et puis, bien sûr, un phénomène culturel avec la science-fiction, avec les films, la littérature, tout ça qui nous a biberonné en fait à ces concepts-là et sur lequel on a... Le deuxième sujet, c'est un sujet technologique, c'est qu'on a des technologies qui sont aujourd'hui disponibles qui n'étaient pas il y a 10 ans. Puissance la blockchain, de calcul, le spatial computing, les capacités immersives, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui étaient beaucoup moins aboutis il y a une dizaine d'années. Donc on arrive en fait à ce point d'ébullition sur les technologies qui a permis de le faire. Et la troisième chose, c'est finalement la financiarisation, une économie créative, donner la possibilité à des communautés de gagner de l'argent, de pouvoir véritablement finalement être payés du travail qu'ils font tous les jours en construisant ces métavers. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau et qui est apparu récemment. Ces trois méga tendances réunies ont fait que le métavers a été le concept de 2021. Probablement, on en a parlé partout. Et aujourd'hui, on continue à le construire. Super, en tout cas, merci beaucoup. C'est très clair, j'ai tout compris. C'était le critère. Alors, Marie aussi. Alors justement, Marie, on va essayer d'aller vraiment dans les exemples parce que vous participez à cette économie du métavers. Vous avez des clients que vous aidez à entrer dans ce monde immersif. Tout à fait. Vous avez un groupe de rock. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui concrètement ? Donc déjà, nous, on est un studio créatif 100% blockchain natif, hein, c'est-à-dire que sans cette technologie du Web3, on n'existerait pas. On a créé un nouveau métier qui est créateur de contenu architecte. Dans le métavers, donc dans un monde complètement virtuel. Et donc, oui, je peux parler de cas d'utilisation parce que c'est vrai que ça devient un mot, pas un mot valise, mais c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé. Et en fait, je peux en effet parler d'un cas d'utilisation, notamment notre client américain qui est un groupe de rock qui s'appelle Avenged Sevenfold. C'est un peu rock, metal. Et ils en sont à leur 8e album, ils ont beaucoup de followers et ils sont tombés dans les NFT, dans la blockchain, dans le Web3 et ils se sont dit c'est génial, c'est une technologie qui va nous permettre de rencontrer d'une manière beaucoup plus intime, enfin d'établir une relation de proximité avec nos fans parce que comment on peut parler à 5 millions de fans ?
Donc, ils ont fait un NFT drop, ils nous ont fait créer tout un univers pour représenter les 7 albums. Et les fans adorent, ils sont venus découvrir l'expérience dans le Metaverse Sandbox. Ils se sont rencontrés, il y a eu beaucoup de Easter eggs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est toutes les petites références pour les fans avec toute l'historique du groupe. En fait, pourquoi ils ont voulu investir? Parce qu'il faut payer en fait le travail. Pourquoi ils ont voulu investir? Tout simplement déjà pour éduquer et onboarder leurs fans, tellement ils sont convaincus eux-mêmes. Et puis parce que là, on prépare leur prochain concert sur le Metaverse Sandbox, et ça sera pour des fans très spécifiques qui détiennent en fait des NFT spécifiques. On part aussi dans des choses qu'on appelle le phygital, entre l'objet physique et le digital. Par exemple, une veste qui est fabriquée pour les fans détenteurs de ce NFT, et ils auront cette même veste dans le Metaverse Sandbox parce qu'on est en train de faire le wearable, ça s'appelle un wearable. Et donc l'avatar, comme tu disais Philippe, la génération Z, elle a une compréhension inhérente de ce qu'est l'identité digitale et la valeur du digital. C'est l'extension de soi-même, il n'y a plus de différence. Et l'avantage du virtuel, c'est qu'on peut faire une mise en scène comme on a envie d'être vu. On peut être homme, femme, grand, on peut être un alien. Et cette liberté-là, elle est extraordinaire. Dans le métavers, on peut être qui on veut et où on veut, et traîner avec qui on a envie. Donc, voilà, je me perds un peu. C'est super, c'est très, très, très concret. Donc, il y a moins d'a priori dans ce monde dont on rêve, que l'on peut aller explorer. Alors justement, vous parliez de Sandbox, Sébastien est le co-créateur de The Sandbox, et lorsqu'on a parlé à Sébastien pour le point, il nous a expliqué effectivement qu'il y a cette identité numérique, ce prolongement de nous-mêmes qui peut être très intéressant, mais peut-être l'invention, alors c'est un peu conceptuel, mais je voudrais que tu nous expliques ça le plus concrètement possible, Sébastien, d'une nouvelle démocratie, c'est ça ? Alors tout à fait, dans sa forme ultime, le métaverse, on le pense effectivement comme une révolution technologique et sociale, et elle est vraiment user-centric et community-driven. Grâce aux technologies comme la blockchain et les NFT, les utilisateurs qui contribuent par leur activité à créer les expériences ou à passer du temps dans ces mondes virtuels et à apporter de la vie à l'intérieur sont aussi les détenteurs de ce monde virtuel. Ils détiennent des terrains, ils détiennent les contenus, ils détiennent les avatars et leur identité. Très concrètement, comment on peut être propriétaire? Alors, tout simplement, c'est le principe du Web3. En fait, l'utilisateur, grâce au wallet, possède les données, que ce soit les crypto-monnaies ou les contenus numériques qui peuvent être des avatars, des contenus de jeux, etc. Et en disposent librement. Et ils peuvent les utiliser d'un monde virtuel à un autre. C'est vraiment ça le métaverse, pouvoir passer d'un monde virtuel à un autre, pouvoir vendre ses contenus sur des marketplaces en dehors du monde virtuel où il a été créé ou acheté pour la première fois. Et donc, en possédant ces contenus, ils vont pouvoir aussi participer aux décisions futures du développement de ce monde. Et donc, c'est une nouvelle forme de démocratie, puisqu'on peut enfin exprimer sa voix et influencer ces espaces virtuels qui évoluent au fur et à mesure qu'on les fait grandir et qu'on contribue à leur économie. Alors, il y a un autre aspect, je crois que c'est une autre chose qui te tient à cœur, c'est le fait que ces mondes en préparation, en création, doivent être interopérables. C'est-à-dire que là, on parle de Sandbox que tu as co-créé, mais il y a également Decentraland, il y en a d'autres. Il y a le monde Horizon World que crée Facebook, enfin Meta, pardon, la maison mère, en ce moment. Est-ce que ça prend un bon chemin? Est-ce que ça sera vraiment interopérable? Très concrètement, est-ce que si j'achète un bien dans un monde, je pourrais l'utiliser dans un autre? Alors, on est encore très tôt dans le déploiement du métavers, du concept du métaverse. Mais on peut voir en fait deux camps, entre guillemets, se former. Un qui très intuitivement, nativement même, a déjà adopté les bases technologiques qui vont permettre de faciliter ces échanges et donc la libre circulation des biens et des individus d'un monde virtuel à un autre. Et ceux qui en fait ne sont toujours que des plateformes centralisées qui finalement héritent du modèle économique Web 2 qui est essentiellement basé sur la collection de données et la monétisation des utilisateurs qui deviennent le produit,
et essaye juste de pousser vers des mondes 3D, des mondes virtuels, certes, qui vont pouvoir être créatifs ou immersifs. Certes, certains vont pousser vers une technologie plus qu'une autre, mais le métaverse, il est agnostique. Il n'est pas limité à une technologie mobile, casque virtuel, PC, Mac ou autre. Il touche à toutes les plateformes. Et comme l'a très bien expliqué Philippe, le métaverse ne contraint pas les utilisateurs dans un environnement qui sont en silo les uns les autres. C'est cette libre circulation qui en fait le concept du métaverse, un petit peu comme l'Internet et cette myriade de sites Internet sur lesquels, grâce à un protocole et un navigateur, on passe d'un à un autre. Ouais, mais c'est une véritable grosse promesse qui est faite aux utilisateurs, aux futurs utilisateurs, c'est de dire, vous n'êtes plus, ce qu'on disait avant, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, donc ce n'est plus le cas, vous restez propriétaire de vos données, mais est-ce que ça va vraiment rester comme cela? Est-ce que l'appât du gain, tout simplement, ne va pas transformer ces mondes avec des nouvelles créations de tycoons ou de géants du net? Alors, comme je le disais, on est vraiment encore dans les balbutiements de la création du métaverse. Finalement, le terme est devenu populaire dans l'esprit de chacun seulement depuis un peu plus d'un an. Chez Sandbox, qui est une plateforme qui est un des pionniers dans le domaine du blockchain gaming et du Web3, ça fait 4 ans qu'on travaille sur cette version qui utilise la blockchain. On évangélise et on construit, on met à disposition des contenus, des expériences qui vont permettre aux utilisateurs de se rendre compte effectivement du type d'activité qu'on va pouvoir y faire, de pouvoir utiliser son identité d'un monde à un autre, de pouvoir même venir avec une identité qui provient de l'extérieur de Sandbox, créée par toutes ces communautés dans le Web3, et s'amuser avec son avatar, et de pouvoir commencer à détenir une partie de ce monde virtuel, de le monétiser à sa libre guise. Et donc ça se traduit par une croissance dans l'écosystème du nombre de détenteurs de terrains virtuels, du nombre de studios qui participent à créer ces expériences. Nabia en est un. Cette année, on en recense un peu plus de 230, donc il y a un véritable engouement. Et le lancement des expériences concrètes, donc Sandbox compte un peu plus de 400 marques. On a lancé il y a un peu moins de 2 mois, déjà 22 expériences de quelques grandes marques comme Warner Music, comme Ubisoft, comme The Walking Dead, comme Snoop Dogg ou Steve Aoki. Et ces expériences ont connu un franc succès. On a eu plus de 17 millions de visites. Les gens ont passé 20 à 30 minutes en moyenne. Il y a eu plus de 40 000 utilisateurs actifs par jour, ce qui reste somme toute petit, mais Sandbox n'est pas encore complètement ouvert au public. On n'est pas mobile pour l'instant, on n'est que sur PC et Mac. Vous êtes sur PC et Mac depuis peu. Mais ça se construit, et c'est mieux que lancer un produit qui est un casque virtuel, par exemple, mais qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de contenu encore à proposer derrière. Et ça, c'est un peu la problématique, c'est qu'on pense beaucoup trop technologie parfois, et on ne pense pas assez contenu et expérience qui vont avoir un vrai sens pour les fans, pour les utilisateurs, et qui vont les amener à venir et à revenir dans ces mondes virtuels, puisque tous les usages restent encore à définir, et surtout, il faut apprendre aux gens à pourquoi je vais y revenir, pour socialiser, pour progresser, pour m'éduquer, pour travailler, pour être émerveillé, entre autres. Oui, parce que c'est une critique qui revient souvent, en tout cas c'est une interrogation, c'est que si certains concerts fonctionnent bien sur Sandbox, certains autres concerts ont été un peu des bides, où il n'y avait pas grand monde qui était au rendez-vous. Et là, je voudrais vous entendre vraiment tous les trois sur le sujet. À quoi ça sert, c'est une question qui revient souvent, d'aller dans un monde parallèle? Est-ce qu'on n'a pas assez à faire dans notre quotidien? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps et d'énergie? Ça, on en parlera également. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? On peut y faire de façon étonnante beaucoup de choses déjà aujourd'hui. Mais le futur, en fait, devrait nous apporter aussi beaucoup d'usages qu'il est difficile de décrire aujourd'hui. Au début de l'Internet, il était difficile de décrire les usages. Et si on avait expliqué, je me rappelle tout au début de l'Internet, qu'on allait vendre des chaussures sur Internet, tout le monde rigolait en disant il y a peu de chances qu'on le fasse. Il est probable qu'il y ait beaucoup d'usages que l'on verra apparaître dans le métaverse qui sont aujourd'hui inconnus et qui nous surprendront. Néanmoins, on peut résumer aussi ces usages autour, pour moi, de tout ce qui est l'émotion. Le métaverse est une façon incroyable de pouvoir faire passer de l'émotion. Donc que ça soit des réalisations artistiques, que ça soit effectivement des réalisations autour d'artistes, mais que ça soit des marques aussi qui font passer de l'émotion.
Et puis, que dire des choses comme l'éducation, dans lequel, évidemment, avec l'éducation, on a besoin de faire passer cette émotion. Que dire aussi de la santé. On sent bien qu'autour de la santé, il y a tout un challenge autour de ses capacités à pouvoir, à distance, soigner toutes sortes de pathologies, notamment des aspects de santé mentale. Donc, à chaque fois que, contrairement à ce qu'on pouvait entendre tout à l'heure dans le résumé qui était fait de cette session, en disant est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans un monde désincarné? Bien au contraire, je pense que le métavers, c'est justement la possibilité de faire rentrer l'émotion, refaire rentrer l'empathie dans quelque chose qui est assez vide d'empathie, qui est le web que l'on connaît aujourd'hui. Sébastien? Si je peux ajouter quelque chose, je pense que c'est aussi une chance inouïe de donner beaucoup plus d'opportunités à la créativité. Rendre la créativité accessible à tous et surtout faire que les créateurs qui apportent cette matière première soient aussi ceux qui en bénéficient le plus. Puisque dans le Web 2 et dans la créateur économie traditionnelle, les créateurs reçoivent au maximum 30 à 50% de la valeur qu'ils apportent à la croissance des plateformes et finalement ont très peu de pouvoir, presque, sur la manière dont leur créativité peut s'exprimer, dont leur communauté peut se développer au sein de ces univers. Et le métaverse vient apporter une réponse nouvelle à ce problème, puisque grâce à cette technologie derrière, les échanges de valeurs sont possibles, les fans et les communautés se construisent autour des créateurs, et les créateurs reçoivent jusqu'à 95% de la valeur qu'ils apportent. Mais les créateurs ne sont pas les seuls à bénéficier. On voit qu'il y a des milliers de jobs, même des millions de jobs qui sont créés dans le métaverse. Architectes, designers de mode, des antiquaires, collectionneurs, organisateurs d'événements, et même animateurs. Une personne qui vient, un community manager, un host qui vous accueille dans une expérience et vous apporte finalement une expérience unique et personnalisée. Tout cela est valorisable et le fait que les contenus qui sont gagnés, parce qu'on passe du temps et on reçoit en récompense, auparavant, finalement, ce n'était que des items virtuels. Désormais, ce sont des items sur une blockchain qui peuvent être utilisés, réutilisés en dehors, éventuellement vendus sur des marketplaces, et donc un revenu peut en être dérivé. Merci beaucoup. Marie, tout à l'heure, vous avez dit que sur le métavers ou les métavers, il y avait moins de place à l'a priori, au jugement, on était plus libre. Est-ce que ça va rester? On a tous en tête les dégâts que posent parfois les réseaux sociaux en termes d'estime de soi, en termes d'addiction. Est-ce qu'on ne va pas être obnubilé de la veste qu'on va avoir acheté ou ne pas avoir acheté et donc avoir des complexes pour être dans ces mondes immersifs? Question vraiment difficile pour des psychologues, peut-être pourraient répondre à ça, des sociologues. Je pense que les abus, ça existera toujours. Ce que je veux dire, c'est que la technologie, elle est neutre, elle est ni bien ni mal. Moi, je vois en tant que blockchain maximaliste beaucoup d'avantages. C'est pour moi le Web3, l'opportunité d'en finir avec le colonialisme digital. C'est un mot un peu fort. Moi, je suis un peu la spécialiste des mots, des expressions fortes. Après, moi, je crois vraiment à un nouveau paradigme. On peut créer quelque chose, comme disait Philippe, de l'émotion. Et vraiment, surtout avec cette génération Z où tous les acquis ont été changés, bouleversés, l'identité digitale et puis les valeurs, l'inclusion, la diversité. Je crois que ça va être bien reflété et ils sont à fond, mais Web3 d'ailleurs, c'est très intéressant. Oui, Sébastien. Après, je voulais juste finir sur la modération. Ouais. Après, il y a des systèmes de modération. Beaucoup de gens réfléchissent à ça, notamment avec des organisations décentralisées où grâce à des tokens, on peut voter, on peut créer des safe space. Ouais. Parce qu'on a déjà vu certains cas de harcèlement dans le métavers. Oui. Mais ça existe depuis très 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 longtemps. On peut parler de League of Legends, hyper toxique. Enfin, il y a plein de jeux qui sont super toxiques. C'est pas. Et donc il y a une modération qui peut se créer, qui pourrait. À mon avis, oui, grâce aux tokens, oui. D'accord. Merci. Alors j'aimerais ajouter à ce que dit Marie, que la notion de cet avatar, cette nouvelle identité numérique, en fait, c'est une renaissance dans un monde virtuel. Pour la première fois, on a le choix de ce à quoi ce qu'on veut être, à quoi on veut ressembler.
Et certains mondes virtuels vont contraindre cette identité à finalement ressembler à son soi réel du monde physique. D'autres, comme Sandbox, vont avoir une approche très ouverte où on peut choisir de devenir n'importe quelle créature ou même provenir de communautés dans le Web3 qui sont assez, on appelle ça les dégènes, c'est assez expressif, c'est de la pop culture presque. Et on constate en fait qu'il y a de moins en moins d'inhibition lorsqu'on est en tant qu'être humain dans un monde virtuel. Donc les gens finalement ne nous perçoivent que par rapport à l'apport qu'on peut avoir dans la communauté, par rapport à, finalement aux biens numériques que l'on possède. Et il y a eu des études pendant la pandémie qui ont démontré, par exemple, que lorsque des étudiants finalement se retrouvaient dans un monde virtuel pour participer à un cours, ils hésitaient beaucoup moins à poser des questions que dans le monde réel où il y avait toujours cette peur du jugement, de comment on va, est-ce que ma question on va me prendre pour un idiot si je la pose parce que j'ai pas bien compris, etc. Et donc en fait, ça permet d'être finalement son vrai soi par le biais de ce soi virtuel. Et je trouve que les possibilités sont. Alors c'est dommage, on avait une personne qui devait intervenir sur le panel qui est un psychologue qui touche beaucoup à ce sujet, mais qui, je crois, si je résume sa pensée, est de dire que cette identité virtuelle qui est en même toi permet d'être un meilleur soi et permet d'être plus inclusif et peut avoir un impact derrière dans le monde réel sur notre acceptance de l'autre et l'inclusivité en général. Et d'ailleurs, un autre projet sur lequel on a collaboré, c'est un pur projet Web3. Faire de lance dans l'inclusion, la diversité, dans la représentation, et c'est World of Women, un projet fait par une femme, c'est une fondation, c'est un cercle très vertueux, ils soutiennent beaucoup les artistes et tous les bénéfices sont aussi reversés pour soutenir d'autres artistes. Super bénéfique, quoi. C'était vertueux dans l'accomplissement. Philippe, il y a une autre critique ou interrogation, une critique, on peut le dire, qui vient souvent dans le métavers, notamment quand on regarde la puissance de calcul. On a vu Facebook se doter, en tout cas annoncer avoir le plus gros supercalculateur du monde, en expliquant que ça lui permettrait de créer ce fameux nouveau monde. Est-ce que ça ne va pas consommer beaucoup d'énergie? On sait en même temps qu'il y a une nouvelle version d'Ethereum. Je crois que vous avez regardé un peu les chiffres de l'ADEME. C'est quoi la consommation? Est-ce que ça peut être sobre? Ouais. Oui, je pense qu'on a eu beaucoup de bruit là-dessus. D'ailleurs, qu'on en parle dans l'industrie autour du Web3, du métaverse. Pour les industriels du domaine, le problème est réglé. Ils nous disent non, mais on n'a pas de problème énergétique parce qu'ils ont déjà basculé sur un certain nombre de blockchains qui consomment beaucoup moins d'énergie que ce qu'on consommait auparavant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est déjà le cas, ça. Bien sûr. Okay. Le deuxième point, c'est un point aussi d'équilibre de bilan carbone, en fait, de la façon dont ce que l'on fait, chaque activité humaine consomme de l'énergie. Éduquer, ça consomme de l'énergie. Soigner quelqu'un, ça consomme de l'énergie. La vraie question est, est-ce qu'on en consomme moins en utilisant le métaverse que lorsqu'on le fait dans le monde réel? Si on prend le cas, par exemple, de l'industrie, qui est capable aujourd'hui de concevoir de nouveau un moteur, par exemple. On est ici dans une terre de l'aéronautique. Quand on conçoit un moteur, on peut créer en fait un double digital. Et ce double digital, ce double numérique, on est capable en fait de pouvoir travailler à plusieurs à travers un métaverse, en utilisant des lunettes partout dans le monde, faire collaborer 200 ingénieurs qui vont pouvoir travailler sur ce moteur. Eh bien, lorsqu'on regarde le bilan énergétique de ceci, on se rend bien compte qu'effectivement, il est plutôt favorable au métaverse versus un ancien monde dans lequel il fallait faire voyager ces 200 ingénieurs, les faire venir ici à Toulouse, etc. Donc, c'est une vérité qui est toujours bonne à répéter, qui est que ce qui compte, c'est vraiment le bilan énergétique, l'équilibre, plutôt que simplement est-ce que ça consomme de l'énergie. Le troisième point, qui est extrêmement important, c'est effectivement, vous le mentionnez, les derniers chiffres de l'ADEME concernant l'usage du numérique. Et je vous invite tous, les gens qui sont dans la salle aussi, à utiliser le simulateur d'usage numérique pour savoir quelle est votre empreinte carbone lorsque vous utilisez le numérique. Donc on vous propose en fait de dire combien de mails vous utilisez, combien d'heures de Netflix ou autre de streaming vous utilisez, combien de séances de Zoom vous faites dans la semaine. Et grâce à ça, on va vous dire à combien de kilomètres en voiture
ça représente quel est l'équivalent en kilomètres de voiture dans une année. C'est assez surprenant. Pour ma part, j'étais à 400-500 km et c'est bien de la voiture. J'en ai parlé avec Sébastien tout à l'heure qui me disait et heureusement que tu n'as pas pris l'avion parce que l'avion, j'aurais à peine eu le temps de décoller d'Orly que j'aurais déjà consommé la même chose. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un lobby fait par d'autres industries que celle du numérique pour démontrer à quel point le numérique consommait énormément. Et on aperçoit aujourd'hui que, sans être totalement sobre, il y a encore beaucoup d'efforts de sobriété à faire de la part de l'industrie du numérique. Ça reste une industrie en fait qui consomme peu par rapport aux avantages et aux opportunités qu'elles offrent à la société. J'en suis un exemple. Nous, on a construit un musée dans le métavers. On a eu plein de visiteurs, certainement plus que si on l'avait fait à Paris, parce qu'on a fait une expo. Ça aurait été un petit peu confidentiel, je pense. On aurait peut-être eu 400, 500 visiteurs. On a fait 10 fois, 20 fois, 30 fois ça. Donc j'en suis un très bon exemple. Merci. Merci Marie. Juste avant, vas-y Sébastien. Je voulais juste ajouter une perspective, si on regarde un peu plus loin. Exactement. Chaque révolution industrielle a amené effectivement des grandes disruptions dans les usages, dans les métiers et dans l'impact qu'elle pouvait avoir sur les sociétés et sur la consommation énergétique qu'on pouvait avoir liée aux échanges. Je crois que le métaverse, là où ça nous amène, c'est la 4e révolution industrielle. Et ça va être la dominance des échanges, des biens digitaux qui va dépasser en volume d'affaires et en transactions celle des biens physiques. C'est-à-dire qu'on voit déjà ce phénomène se produire dans les Gen Z et en dessous. Ils préfèrent acheter des biens numériques, se les échanger entre eux, passer des expériences dans des mondes virtuels, dans des Roblox, dans des Minecraft, qu'aller dans des lieux physiques ou acheter des vêtements, etc. Donc on peut aussi envisager qu'à grande échelle, dans 10, 20, 30 ans, il y aura de moins en moins de biens physiques qui vont être vendus, qui vont être produits à différents bouts de la Terre et vont être acheminés d'un endroit à un autre, que la qualité des expériences sociales, lorsqu'on va se réunir, travailler, apprendre ensemble dans ces mondes virtuels, va s'améliorer. Et du coup, le bilan carbone total à l'échelle humaine en sera largement réduite. Alors j'espère qu'on aura le temps de le vivre, et tous, et de pouvoir dire que le métaverse aura eu cet impact positif. Ça peut être une amorce pour arrêter la fast fashion. En fait, nous, on consomme très peu quand on fabrique nos assets digitaux, des wearables, c'est-à-dire des vestes, des accessoires. On peut imaginer une marque de luxe qui fait sa veste très connue, par exemple en tweed, qui est très reconnaissable. Et par-dessus, nous, artistes du métavers, on peut fabriquer des wearables qui seraient des accessoires, comme des add-ons. C'est un morceau de programme et qui peut être répété à l'infini. Et les utilisateurs peuvent le tweaker, le changer. La manière dont ils le portent sur le métavers fait qu'ils mettent leur empreinte. Enfin, c'est tout un nouvel univers qui s'ouvre. Justement, juste avant de prendre les... Il n'y a pas de gaspillage dans les assets numériques au final. Il y a une deuxième vie qui est facile. Juste avant de prendre les questions du public avec Boris, là on a vu un peu le monde nouveau, parallèle, immersif, auquel réfléchissent Sébastien et Marie. C'est quoi pour vous le métavers de demain, Philippe? À quoi ça peut ressembler? Il sera ce que l'on va construire ensemble. À la fois les industriels, mais aussi les citoyens, aussi les utilisateurs, aussi les gamers, aussi les communautés. Moi, je rêve en fait d'un monde qui serait plutôt une sorte de commun numérique, un digital common, comme on dit. Ce que vous dites dans le livre, c'est ça, hein. Ouais, parce que je crois en fait qu'il y a vraiment la possibilité de revenir au début de l'Internet, au moment en fait où on crée plutôt un commun numérique, quelque chose qui n'appartient pas à une entreprise, mais qui appartient plutôt à l'ensemble de ses utilisateurs, et que le métavers devrait aller vers là. Beaucoup d'entreprises vont vers là, Sandbox va vers là, et beaucoup d'entreprises devraient prendre ce chemin-là aussi, de façon à faire que chaque citoyen, chaque créatif puisse participer à sa création. Merci. Alors, on va prendre des questions, il y en a pas mal. Est-ce vraiment un progrès pour l'humanité? Il y a beaucoup de questions dans une question. N'est-ce pas plutôt développer de nouveaux marchés? Les intervenants ont beaucoup utilisé le terme
monétisés et les fake news et complotistes. Waouh, vous avez 1 minute. Alors sur la notion de marché, vous avez employé le terme de monétiser. En fait, si on regarde en fait, l'une des grandes tendances dont je parlais tout à l'heure, des générations Z, il y a une autre particularité des générations Z, c'est qu'ils sont très à l'aise avec l'économique, avec l'argent, avec la financiarisation du monde. Donc comme c'est eux qui sont en train de construire ces nouveaux environnements, en fait, ils n'ont pas peur d'expliquer que des biens digitaux doivent avoir un prix, qui peuvent être vendus, qui peuvent être revendus, que quelqu'un va pouvoir faire un profit dessus, et surtout celui qui l'a créé va pouvoir gagner de l'argent avec. Et donc, effectivement, il est vrai que... Vous nous dites qu'on est des vieux ringards, en fait. Non, pas du tout. Non, je ne vous classerai pas du tout, cher Philippe, dans cette catégorie. Mais ce que je veux dire, c'est que cette génération nouvelle qui est en train de construire le métaverse est très à l'aise avec ce sujet de financiarisation du monde. Ils le vivent et finalement, ils le vivent comme quelque chose de positif. Et je dirais tant mieux. Alors, pour aller dans ce sens, Philippe Rodriguez, une autre question, c'est comment gagner sa vie dans le métavers ? On peut être builder comme nous. Il y a plein de nouveaux métiers. Le Web3 est en grande tension pour le recrutement sur tous les corps de métier. Marketing, développeur, enfin tous les corps de métier. Et voilà, donc c'est très facile d'y entrer. Quelle que soit la verticale dans laquelle on est, on peut tout à fait faire un pont vers le Web3 parce qu'on a besoin de ces compétences. Je rajouterais qu'effectivement, ça recrute à la fois au niveau des plateformes et des mondes virtuels qui construisent, à la fois au niveau des studios qui ont besoin d'artistes, de créateurs, d'architectes, de designers pour créer les expériences, les contenus. Mais aussi, on peut gagner de l'argent avec des activités, somme toute, de curateurs, de guides, de coachs, même de joueurs, puisque désormais, comme l'expliquait Philippe, tout contenu numérique peut avoir une valeur, peut être échangé, peut être revendu, peut être utilisé, exploité pour générer à nouveau une valeur par le fruit du labeur dans un monde d'expérience. Et ça peut générer un revenu intéressant. Et par rapport à la première question, je voulais juste ajouter, ce qui est assez bizarre en soi, c'est qu'on a construit l'Internet il y a un peu plus de 30 ans, et on l'a construit avec un postulat de départ qui, contrairement au monde réel et physique où tous les biens, on a déjà tous ces échanges économiques, on peut passer une frontière d'un pays à l'autre, etc. Dans le domaine du numérique, finalement, on a inventé des frontières énormes, et chaque plateforme, chaque site web, finalement, fonctionne en silo privé qui capture toute la valeur économique pour lui-même et finalement ne la redistribue que vers les développeurs, les investisseurs et jamais vers les utilisateurs. Et ça, pour moi, c'est bien que cette génération se réveille, c'est bien que la blockchain et le Web3 viennent un peu chambouler tout ça, et on pose les bases d'une économie ouverte numérique qui va profiter à tous et permettre de développer des nouveaux usages, et donc qu'on puisse en être les témoins aujourd'hui. Je trouve ça passionnant. Juste pour préciser la question qu'a relayée Boris, le côté fake news, comme on est vraiment dans l'immersion, on dit souvent que les mondes parallèles peuvent être des armes de manipulation massive. Est-ce que ça, vous regardez un peu ça aussi, ou ça vous préoccupe ? Tous les travers que l'on avait en général dans l'Internet et tous les travers en général de l'humanité vont se retrouver dans le métaverse. Ne faisons pas aucune illusion là-dessus. Donc, il y a des sujets de modération, il y a des sujets d'utilisation, il y a des sujets de règles d'utilisation de ces environnements dans lesquels, grâce au virtuel, on est capable de décider quelles sont les règles qui sont utilisées. Par exemple, dans e-sandbox, on ne peut pas construire un casino. Vous pouvez faire plein de choses, mais vous ne pouvez pas construire un casino. Donc il y a un certain nombre d'environnements qui vont décider aussi de ce que l'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Il y a une forme de modération des usages aussi qui est en train d'exister. Alors juste pour replacer en contexte, si je ne me trompe pas, vous avez sorti un numéro spécial qui démontre en fait les plus grandes fake news de l'histoire. Donc ça n'est pas forcément propre au métavers ou au monde virtuel. On a pu voir que finalement la maîtrise de l'information et de la désinformation a toujours été utilisée par les politiques et d'autres parties afin malheureusement d'en exploiter. Et je connais plein de développeurs en ce moment qui développent plein de produits justement pour éviter les fake news dans le Web3 avec l'utilisation d'algorithmes. Ouais. Merci. Boris ? Alors une question qui est corrélée, ce sera la dernière. Sera-t-il nécessaire de créer une carte d'identité faite pour le métavers ?
il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui ont lieu, qui partent du postulat que utiliser un métavers, ça pourrait quelque part devenir citoyen de ce métavers. Et cette notion de citoyenneté d'un métavers, citoyenneté du métavers, sont des questions qui sont aujourd'hui embryonnaires. On ne les a pas totalement résolues. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'à partir du moment où je me soumets à une réglementation, je me soumets en fait à l'utilisation d'un code qui provient d'une communauté qui peut être élue démocratiquement et qui va pouvoir changer aussi ces règles-là, je deviens quelque part un petit peu citoyen de ce métavers. Et peut-être que dans cette citoyenneté, on aura une identité numérique qui ressemblera en fait à notre passeport. Merci à tous les trois, on vous applaudit chaleureusement, merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour cette 11e édition de Futurapolis. Merci à vous de nous avoir suivis en direct. Merci aux équipes du journal Le Point pour leur implication. Merci Guillaume. Merci à Toulouse Métropole et à la région Occitanie. Merci à tous nos partenaires qui contribuent au succès de cet événement année après année. Merci aux équipes techniques. Je ne sais pas si vous avez apprécié le décor, mais on a trouvé ça assez chouette cette année. Merci de votre présence là encore. On vous donne rendez-vous en chair et en os ou à distance l'année prochaine. À bientôt. Au revoir.